Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur nos ondes pour cette deuxième édition des sociales de KPMG. Nous sommes le jeudi 28 janvier 2021. Au micro, Olivier Mazy et Alban Eglinger. Bonjour Olivier. Bonjour Alban, bonjour à tous. Radio KPMG a lancé le 10 décembre dernier un nouveau rendez-vous radiophonique dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire, mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel et aussi pour bénéficier de l'éclairage des experts de KPMG et de KPMG Avocats et débattre avec des invités des grandes thématiques sociales du moment. À qui s'adresse cette émission ? Aux sociétés cotées et aussi aux ETI, aux PME, aux TPE, bref, à toutes les entreprises et à leurs dirigeants. Pour cette deuxième édition, nous avons convié Pierre Malnati, avocat, spécialisé en mobilité internationale, et nous aborderons avec lui le sujet du télétravail des salariés transnationaux. Après une année 2020 compliquée, 2021 s'annonce avec la timide promesse d'un monde meilleur, mais pas avant quelques mois. En attendant, le rebond de l'épidémie a contraint le gouvernement à prolonger certaines dispositions d'exception, notamment l'activité partielle. Toujours dans ce contexte de crise sanitaire, le télétravail qui tentait timidement de s'imposer dans le monde du travail d'avant n'est plus simplement recommandé, mais est devenu, du moins temporairement, la norme pour les salariés pouvant effectuer leurs tâches à distance. Cette organisation du travail soulève de nouvelles problématiques s'agissant des salariés transnationaux. Enfin, la crise sanitaire a également profondément marqué la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, avec notamment de nouvelles aides pour les employeurs et les travailleurs indépendants. Voilà, vous avez le programme de cette deuxième édition des sociales. C'est parti. Le grand angle. Commençons ce grand angle qui porte aujourd'hui sur le télétravail. Le 26 novembre 2020 a été conclu avec les partenaires sociaux un nouvel ANI pour Accord national interprofessionnel sur le télétravail. Ce texte, Olivier, complète certaines règles déjà existantes, redéfinit les conditions d'accès au télétravail et aborde de nouveaux aspects concernant le dialogue social et les pratiques managériales. C'est vrai Alban, le télétravail ne date pas d'aujourd'hui. Le télétravail se caractérise par une activité professionnelle que le salarié exerce en dehors du lieu de travail. Il s'est imposé ces dernières années aux entreprises françaises comme un nouveau mode de travail alliant gain de temps et amélioration de la productivité des salariés. Un ANI en 2005 avait introduit le mécanisme qui a été ensuite modifié par les ordonnances Macron en septembre 2017. Ce nouvel accord vient compléter le dispositif existant. Dorénavant, il est possible de mettre en place ce nouveau mode de travail en optant soit pour la négociation d'un accord collectif, soit en élaborant une charte, après consultation du CSE, s'il en existe un dans l'entreprise. Ces accords doivent notamment préciser les conditions de travail, les plages horaires concernées, ainsi que la régulation de la charge de travail, afin de permettre un strict respect de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Par ailleurs, il est également possible pour l'employeur et le salarié volontaire, en absence de charte ou d'accord collectif, de formaliser le recours au télétravail, et ce, par tout moyen, établissant la commune intention des parties de télétravailler. Il est vrai que le contexte sanitaire actuel et les injonctions gouvernementales ont favorisé, voire imposé le télétravail, à tel point que tous les acteurs de l'entreprise s'en sont emparés, et particulièrement les partenaires sociaux. En effet, l'actualité de ces derniers mois a obligé certaines entreprises à mettre en place le télétravail et à l'élargir à un plus grand nombre de salariés. Le recours au télétravail face à l'épidémie du Covid-19 est devenu, lorsqu'il est possible, le mode de travail à privilégier. En cas d'épidémie, l'employeur peut imposer le télétravail à ses salariés. L'accord du 26 novembre n'est ni normatif ni prescriptif. Il comporte simplement des dispositions intéressantes et rappelle dans les grandes lignes les principes en la matière. Et quels sont donc ces grands principes ? L'accord insiste sur l'importance d'identifier les activités éligibles au télétravail et affirme que cette identification relève de la responsabilité de l'employeur. L'accord rappelle également que le CSE doit être consulté. Concernant les conditions d'accès au télétravail, le texte réaffirme la règle du double volontariat, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.
Il rappelle aussi que le télétravail peut être institué dès l'embauche ou au cours de la vie professionnelle sans qu'un avenant au contrat de travail soit nécessaire. Quant aux frais professionnels, l'accord confirme que l'employeur doit les prendre en charge lorsqu'ils sont engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise. À ce sujet, il existe un barème fixé par l'URSSAF qui prévoit des allocations forfaitaires. Pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires, je vous recommande de consulter le site de l'URSSAF. À noter enfin que si le salarié travaille avec ses propres outils informatiques ou avec ceux fournis par l'entreprise, l'employeur doit assurer la protection des données de son salarié et de celles qu'il traite à des fins professionnelles. Olivier, cet accord rappelle également que les télétravailleurs disposent des mêmes droits et obligations que les salariés en présentiel, notamment en matière de temps de travail. Oui, cela nécessite que l'employeur contrôle la durée du travail des salariés en télétravail. Des plages horaires doivent être déterminées au cours desquelles l'employeur peut contacter le salarié, et ce en cohérence avec les horaires en vigueur dans l'entreprise. L'accord souligne également l'importance d'équilibrer le temps à distance et le temps de travail sur site pour éviter de rompre le lien social. Ce lien social est essentiel et le risque existe de placer les salariés en situation d'isolement psychologique. À ce propos, qu'en est-il des règles relatives à la santé et à la sécurité des télétravailleurs ? Les télétravailleurs bénéficient des mêmes protections en matière de santé et de sécurité au travail que les salariés en présentiel. Mais dans la mesure où l'employeur ne peut avoir une complète maîtrise de l'environnement dans lequel s'exerce le télétravail, qui relève de la sphère privée, il est important de prendre en compte ce nouveau mode de travail dans la démarche d'analyse de risque qui doit être transcrite dans le document unique d'évaluation des risques. Cela signifie que l'employeur doit préalablement à sa mise en place s'assurer que le salarié travaillera à distance dans des conditions matérielles satisfaisantes et qui concerneront son poste de travail, les outils numériques. Ceci est d'autant plus important qu'une présomption d'accident du travail est instituée en cas d'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail. Par ailleurs, la CNIL a de son côté publié sur son site internet des questions-réponses sur le télétravail, à propos notamment du pouvoir de contrôle exercé par l'employeur de l'activité numérique de ses salariés. En effet, Alban, la CNIL rappelle que l'employeur conserve le pouvoir d'encadrer et de contrôler l'exécution des tâches confiées aux salariés, mais elle précise également que ces moyens de contrôle ne doivent pas apporter aux droits et libertés des salariés des restrictions non proportionnées ni justifiées par la nature de la tâche. Ainsi, un système de contrôle du temps de travail ou d'activité du salarié doit avoir un objectif clairement défini, être proportionné et adéquat à cet objectif et nécessiter une information préalable des personnes concernées. Pour la CNIL, le fait de surveiller constamment son salarié au moyen de dispositifs vidéo ou en passant par l'utilisation de keyloggers, des logiciels qui permettent d'enregistrer les frappes au clavier effectuées par le salarié sur son ordinateur, sont excessifs. Olivier, il est sûrement utile de préciser à nos auditeurs à quelle date s'applique cette ANI. L'accord s'applique à compter du 1er janvier 2021 et à toutes les entreprises. Au vu de votre expérience, quelles sont les bonnes pratiques et les écueils à éviter en matière de télétravail ? Il convient de mettre en place un suivi et un contrôle du temps de travail et de renforcer le management des équipes. Les responsables d'équipe devront ainsi veiller à encadrer leurs équipes sans verser dans la pression excessive. Pour les nouveaux entrants, il faudra mettre en place des dispositifs d'intégration. Enfin, il faut trouver un juste équilibre entre le travail en présentiel et le télétravail. Le télétravail suscite également des interrogations au niveau international. Car si la crise sanitaire est de taille mondiale, la généralisation du télétravail l'est aussi. Ce qui pose question, notamment pour les salariés transnationaux. Tout d'abord, qu'entend-on sous ce terme ? Et je m'adresse maintenant à vous, Pierre Malnati. En fait, Alban, un salarié transnational est un salarié qui réside dans son pays, mais travaille dans un pays Y pour le compte d'un employeur situé dans ce même pays Y. C'est le cas d'un salarié français résidant en France, par exemple proche de la frontière allemande, et travaillant tous les jours en Allemagne pour un employeur allemand. Dans ce cas, le contrat de travail est régi par le droit du travail allemand. Il faut en effet garder à l'esprit que la nationalité des parties a peu, voire aucun effet sur le droit applicable à un contrat de travail. C'est avant tout le lieu de travail qui est déterminant. D'où l'importance de la question sur le télétravail.
Si jamais le salarié français doit exercer ses fonctions pour son employeur allemand à partir de son domicile français, est-ce que cela a une incidence sur le droit applicable au contrat de travail ? On peut supposer que l'employeur allemand ne soit pas très enthousiaste à l'idée de devoir appliquer le droit français. Il préférera sûrement éviter d'avoir à gérer un droit qu'il connaît peu, sans parler des complications administratives supplémentaires, des éventuelles différences de traitement avec les autres salariés de l'entreprise, des éventuelles revendications de salariés d'autres nationalités, etc. Et donc, quelles sont nos recommandations ? Comme souvent dans les situations complexes, il importe de revenir aux fondamentaux. Et pour cela, il convient de se référer aux dispositions du règlement communautaire du 17 juin 2008. Ce texte pose comme principe que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. Mais le texte pose des limites à cette liberté. Il prévoit en effet que le choix des parties ne peut priver le salarié de la protection minimale du droit applicable dans le pays où est situé son lieu de travail habituel. Précision importante, ce lieu de travail habituel n'est pas réputé changer lorsque le salarié accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. Et si je reprends notre exemple, le contrat de travail de droit allemand entre l'employeur allemand et le salarié français n'est pas impacté par le fait que le salarié télétravaille en France, à condition que cette situation soit temporaire. Si la situation n'est plus temporaire, le droit du travail français s'applique, du moins dans ses aspects essentiels, comme par exemple la durée du travail, le droit du licenciement, etc. La réglementation ne précise pas combien de temps une situation temporaire est censée durer. Par analogie avec d'autres réglementations, notamment celle des travailleurs détachés en France, on pourrait considérer qu'un travail en France au-delà de 12 mois continus ne serait plus une situation temporaire. Mais attention, il ne s'agit que d'une interprétation et non pas d'une règle écrite. En tout état de cause, s'agissant du télétravail transnational, il faut que l'employeur soit très explicite sur le caractère temporaire de cette situation. Il convient de bien l'acter dans un écrit en précisant son caractère temporaire. L'actualité sociale. Poursuivons cette émission avec l'actualité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été adoptée par le Parlement le 30 novembre dernier et publiée au journal officiel du 15 décembre 2020 sans avoir été portée devant le Conseil constitutionnel. Elle contient des mesures qui apportent des réponses aux difficultés des entreprises causées par la crise sanitaire, mais également des mesures plus durables sans lien véritable avec la pandémie. Olivier, commençons par les mesures relatives au contexte sanitaire, à savoir les exonérations de cotisations sociales. Effectivement, Alban, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet dernier a créé une exonération totale de cotisations et de contributions sociales patronales pour les entreprises les plus touchées par les mesures sanitaires du printemps 2020. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 poursuit cet effort avec des mécanismes complémentaires d'exonération de charges qui visent deux catégories d'employeurs. D'abord, les entreprises de moins de 250 salariés dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, mais également les employeurs de moins de 50 salariés relevant d'autres secteurs d'activité, mais qui ont subi des mesures d'interdiction de réception du public. Et précisément, quelles cotisations et contributions sociales sont concernées ? Sont concernées les cotisations et contributions sociales qui entrent dans le champ de la réduction générale des cotisations patronales, à l'exception des cotisations de retraite complémentaires, légalement obligatoires. Pour bénéficier de ces exonérations, les employeurs de moins de 250 salariés doivent exercer leur activité principale soit dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l'événementiel, c'est-à-dire le secteur S1. Soit dans les secteurs d'activité qui dépendent des secteurs mentionnés précédemment, c'est-à-dire le secteur S1 bis. De plus, ils doivent, le mois suivant l'exonération, soit avoir fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à quelques exceptions près, soit avoir constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à l'année précédente. Quid des entreprises de moins de 50 salariés ? Ces entreprises peuvent également bénéficier de l'exonération si elles exercent leur activité principale dans d'autres secteurs que les secteurs S1 et S1 bis, et si, au cours du mois suivant l'exonération, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à quelques exceptions près. Cette exonération s'applique au maximum durant 3 mois jusqu'au 30 novembre 2020.
La loi de financement de la sécurité sociale a-t-elle apporté des modifications à l'indemnité d'activité partielle ? Oui, la loi supprime les dispositifs d'exonération totale de CSG-CRDS ou de CSG autoréduit de 3,80% sur les indemnités légales d'activité partielle liées au revenu fiscal de référence du salarié. Ce qui signifie qu'à partir du 1er janvier 2021, les indemnités légales d'activité partielle sont soumises à la CSG-CRDS au titre des revenus de remplacement, au taux respectif de 6,2% et à 0,5% après l'abattement d'assiette de 1,75%. Si nécessaire, l'employeur appliquera le mécanisme d'écrêtement prévu par le Code de la sécurité sociale. Au début de la crise sanitaire, le gouvernement a instauré pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020 un régime social spécifique pour les indemnités complémentaires d'activité partielle versées par les employeurs. La loi de financement de la sécurité sociale permet une prolongation de ce régime social d'1 an. Certes, mais attention, dans le cas où la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur est supérieure à 3,15 fois le SMIC horaire, soit 31,97 € par heure indemnisable sur la base du SMIC 2020, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales comme du salaire. Je précise également à nos auditeurs que l'activité partielle est prise en compte pour l'ouverture des droits à la retraite. Oui, cette mesure est en effet financée par le Fonds de solidarité vieillesse. Olivier, abordons maintenant les mesures pérennes. Il faut noter la réforme du congé paternité qui était très attendue et qui a été fortement commentée dans la presse. Que contient le texte sur ce sujet ? Alban, le texte contient des dispositions relatives au congé obligatoire au moment de la naissance de l'enfant. Le congé obligatoire est d'au moins 3 jours ouvrables. La liste des bénéficiaires a été étendue au conjoint, au concubin de la mère ou à la personne liée à la mère par un PACS. Le congé doit être pris à compter du jour de la naissance de l'enfant ou à compter du premier jour ouvrable suivant. Le texte prévoit en outre une interdiction d'employer le salarié pendant ce congé de 3 jours. La loi a aussi allongé la durée du congé de paternité. Oui, Alban, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, qui est actuellement de 11 jours consécutifs ou 18 jours en cas de naissance multiple, passe à 25 jours calendaires et 32 en cas de naissance multiple. Le congé concerne le père de l'enfant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à la mère par un PACS, comme pour le congé de naissance. Notons que le congé de paternité est à présent constitué de 2 périodes distinctes. La première de 4 jours calendaires consécutifs est obligatoire et ne peut pas être réduite. Pendant cette première période de 4 jours de congé de paternité, il est interdit d'employer le salarié. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est composé d'une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissance multiple, qui est fractionnable. Ce nouveau dispositif s'applique au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 2021. Terminons, Olivier, par quelques mots à propos du congé de reclassement ou de mobilité dans le cadre des licenciements économiques. Oui, dans le contexte actuel, ces licenciements pourraient malheureusement se développer et ces dispositifs pourraient trouver à s'appliquer de manière plus fréquente. En principe, le congé de reclassement ainsi que le congé de mobilité durent 12 mois. À partir du 1er janvier 2021, cette durée pourra être portée à 24 mois maximum lorsque le salarié bénéficie d'une action de formation ou de reconversion professionnelle. Le régime social de la rémunération des congés est aligné sur celui de l'activité partielle. C'est une traduction de l'effort fait par le législateur pour mettre en place des amortisseurs sociaux en cette période de crise. Enfin, pour terminer cette actualité sociale, sachez que l'ordonnance du 16 décembre 2020 reconduit jusqu'au 30 juin 2021 certaines des mesures d'urgence prises au printemps dernier et en particulier la possibilité pour les employeurs d'imposer dans des délais courts la prise de jours de congé et de repos, l'aménagement des conditions d'exécution des contrats courts, ainsi que la mise à disposition de salariés pour faire face aux variations d'activité des entreprises. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet de KPMG Avocats, accessible sur kpmg.fr. Cette deuxième édition des sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission fin février 2021. À très bientôt sur ces ondes. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.